Bonjour à tous, merci au Hub pour cette invitation. Bonjour Olivier. Bonjour Mérad. Moi, je suis ravie de te retrouver, de reformer ce duo. C'est vrai que c'était quoi, il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans, un autre update, je crois que c'était le futur de la data. Et on va poursuivre nos échanges, nos discussions, nos débats. On a un peu l'habitude aussi professionnellement de se croiser, de confronter le business et la conformité. Le business et l'économie que tu représentes et la conformité que je représente à ma mesure. Alors, président d'Unify, c'est quoi déjà ? Alors Unify est né il y a 3 ans de la volonté de TF1 de compléter son offre avec une offre digitale qui soit puissante autour de marques connues et reconnues, Doctissimo, Marmiton, au féminin, My Little Paris, les numériques, et puis tous les leviers marketing ensuite qui permettent aux marques d'engager ces audiences et de les transformer avec une approche qui est une approche de publisher de contenu, mais aussi de e-commerçants au travers d'offres par abonnement, de box beauté, qu'on vend aujourd'hui en France, en Allemagne et au Japon, avec notamment My Little Paris. Alors l'intelligence artificielle est intégrée dans votre plateforme ? Oui, en fait, elle est désormais un peu partout, parce que partout, il y a des masses de données importantes. Le traitement de ces masses de données requiert recours à des algorithmes pour améliorer nos produits, faire qu'ils soient plus pertinents dans le choix des contenus, dans l'accessibilité de ces contenus à nos audiences, et puis évidemment pour les annonceurs, dans la transformation, leur capacité à cibler. Alors j'en viens à une question un peu plus philosophique. J'aimerais ton avis. Aujourd'hui, et tu vas le développer, nécessairement dans tes projets, dans vos projets, vous devez intégrer la conformité. Notamment les risques liés à la conformité, puisque ça peut coûter très cher, mais pas que financièrement, en termes d'enjeux, en termes de réputation aussi. Est-ce qu'à ton avis, ce ne serait pas aussi à la conformité d'intégrer le business model des entreprises du digital et s'adapter à cette économie-là ? Oui, je pense que effectivement, le challenge, c'est comment rendre les deux incompatibles et arrêter la lecture primaire que certains ont pu faire de se dire les deux sont incompatibles et on ne peut rien faire, qui est pour moi une façon un peu de se cacher. La réalité, c'est que on a une responsabilité, on opère des business pour qu'ils grossissent, mais on a une responsabilité à faire du business éthique et à faire des business durables. Il n'y a pas de business éthique et durable qui ne repose pas sur des règles qui sont définies en général par des entités européennes ou plus. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas débat sur le fait que les deux doivent aller ensemble, que ces équipes qui sont en général issues de parcours différents doivent travailler ensemble. Et que finalement, elles se nourrissent et c'est une vraie force. Même si ce n'est pas toujours simple, parce qu'on peut être tenté d'avoir une lecture uniquement juridique ou d'avoir une lecture uniquement de business et de se dire que ce n'est pas compatible. Pourtant, la vérité, c'est que chaque fois qu'on sait trouver le chemin, et je crois que c'est aussi ton métier dans l'accompagnement que tu fais de tes clients, on réussit à passer une étape. Alors après, ce n'est pas très simple, parce que, notamment sur Internet, les règles sont parfois floues, ou parfois pas définies, ou parfois arrivent après l'existence d'un business et d'une opportunité parce que certains auront trouvé la tangente ou feront. Et donc, c'est ce moment-là qui n'est pas simple de synchroniser l'ensemble entre ce qui a été fait, ce que j'appellerais le legacy, et puis finalement l'évolution de la réglementation, ce qu'on voit avec RGPD depuis 3 ans. Donc, tout ça pour dire qu'à la fin, je pense qu'il n'y a absolument pas de débat sur le fait que les deux doivent vivre ensemble. Ils se nourrissent et je pense que toutes les entités qui ont des équipes qui savent faire travailler ensemble des profils plutôt juridiques et des profils plutôt business en sont renforcés, même si c'est un peu nouveau probablement par rapport au métier d'avant où voilà, tout ce qui était compliant, c'était probablement effectivement ne pas prendre de risques. Aujourd'hui, c'est comment on prend des risques, d'abord conformes évidemment aux législations, et puis des risques dont on mesure l'impact, ce qui est évidemment pas toujours simple compte tenu des usages qui sont faits de nos services qui vont parfois bien au-delà de ce qu'on a pu imaginer. D'autant que parfois la conformité qui correspond à des objectifs, des dispositions réglementaires est elle-même difficile à atteindre. Donc on se retrouve avec des règles qui ne sont pas toujours applicables. Donc tel était mon point de savoir si on ne devait pas déjà adopter des règles qui étaient 100% applicables avant de d'en sanctionner le non-respect. C'est là toute la difficulté, c'est que effectivement,
on est à un niveau de détail, de complexité et d'opportunité hein, que les médias et globalement les plateformes digitales rendent possible, qui fait que c'est impossible d'être exhaustif dans les textes. Et donc on est obligé d'être dans l'interprétation. Et effectivement, comme toute interprétation, elle souffre d'un biais. Et donc c'est là où il faut être capable de se dire si l'interprétation est la bonne. Il faut partager. Alors c'est vrai que les régulateurs, je pense, progressent aussi sur le sujet parce qu'ils ont une capacité désormais d'accompagner et puis d'échanger. On l'a vu là, hein, au travers de l'évolution côté CNIL au 31 mars. Bon, bah, il y a quand même eu une pratique de marché avec le régulateur, entre les acteurs, qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de dialogue qu'il y a 3 ans quand on a démarré. Et donc c'est comme ça qu'on y arrive parce que de toute façon, il n'existera pas des textes capables d'encadrer tous les usages. Parce qu'une nouvelle fois, la plupart des usages qu'on crée ne sont qu'une partie des usages qui sont faits derrière par les internautes ou par d'autres acteurs autour. On est encore d'accord. Alors, nécessairement, il y a des arbitrages à faire, compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Comment chez Unify, on arbitre? Quels sont les critères? Je suppose que c'est aussi une question de curseur. Et puis, il y a quelques, peut-être, entorses, sacrifices, côté business, côté conformité, pour répondre à une certaine réalité et aussi pour rendre effective la conformité et qu'elle ne reste pas que cosmétique. En fait, on a dû revoir notre façon de travailler. Dans le passé, on imaginait une opportunité, un service, on le construisait, et puis à la fin, on tapait à la porte du juriste et on lui disait ça marche pas. Et quand ça marchait pas, on arrondissait ce qu'on pouvait arrondir, et puis de toute façon, c'était trop tard. Ça, en fait, ça marche plus. Et donc, il faut, dès l'émergence de l'idée, confronter juristes et porteurs de produits ou de business. Et dès le début, même s'ils ne sont pas d'accord, je l'ai vécu ce matin encore, on prépare une évolution sur un produit et voilà, il y a un enjeu qu'on sait autour de la data et dont, pour moi, il est clair que s'il n'est pas réglé au tout début de projet, on ne démarre pas la suite en fait. Et donc c'est ça qui est nouveau, c'est que globalement, on met autour de la table plus tôt, mais ce qui est plutôt vecteur de solutions, parce qu'en fait, on n'est pas à se dire de toute façon il faut lancer dans 15 jours et donc on n'a plus d'autre choix que de lancer ou de ne pas lancer. On est dans quelque chose qui permet l'émergence de solutions. Donc en fait, pour moi, le paramètre clé, c'est d'abord les bonnes équipes. Il faut des gens qui sont des spécialistes de l'une des composantes mais qui vont s'intéresser à l'autre. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un peu de temps. Parce que souvent, c'est pas si simple, ça pose question, il faut y réfléchir et il faut vérifier que les pratiques sont les bonnes. Notamment, je rappelais, plus on peut échanger au travers des organismes comme l'IAB, le GEST et autres, plus on a de chances entre pairs de vérifier qu'on a la même interprétation et de converger sans, bien sûr, qu'on soit dans l'entente, mais qu'on converge dans une lecture. Et c'est donc aussi faire évoluer les méthodes de travail. Donc on est là pour parler d'IA, de stratégie business. Et c'est vrai que dans mes pratiques, ce que j'ai l'occasion de constater, c'est exactement ce que tu évoques en termes d'anciennes pratiques qu'on fait évoluer. C'est-à-dire qu'on craint souvent le red flag, l'interdiction du juridique quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'on pense à tort souvent qu'on est dans l'illégalité, l'illicéité. Alors souvent on m'interroge pour faire ce qu'on appelle dans notre jargon une analyse des risques juridiques, et alors qu'on s'attend à du non, en général, 80% de ces projets innovants sont conformes. Alors, il y a parmi nos interlocuteurs ceux qui sont contents et soulagés et ceux qui sont peut-être un peu déçus parce qu'ils pensaient être dans une illégalité absolue, ce qui était assez grisant. Et non, la conformité est atteignable et comme tu dis, il faut travailler en concertation et en bonne intelligence. Et ce que tu as défini aussi est particulièrement crucial et pertinent, c'est des gens ouverts, pas que des experts dans leur pratique, mais aussi ouverts au champ des autres. Alors j'ai une question plus propre à Unify. Les règles ont été malgré tout particulièrement plus strictes, contraignantes, notamment en matière de pratique des cookies publicitaires, avec l'exigence en termes de principe de ce fameux consentement libre, spécifique, éclairé et univoque. Et puis ce consentement doit être retiré, pouvoir être retiré de la même façon qu'il a été donné, et vous devez vous constituer la preuve que ce consentement a été donné. Bref, tout un environnement assez contraignant. Comment vous vous êtes approprié cette conformité-là ?
Alors oui, on le voyait venir depuis quasiment le démarrage du RGPD il y a 3 ans, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, il y avait cette échéance au 31 mars qui a beaucoup inquiété le marché. Et chacun des acteurs, parce qu'on s'est dit, plus rien ne sera possible. La réalité, c'est que moi, je considère aujourd'hui que c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ça veut dire, pour un business publicitaire, que quand on a recueilli un consentement éclairé, on a donc un internaute qui accepte un ciblage publicitaire dans les règles qui sont définies, mais donc qui, pour la marque qui va engager son produit ou son message publicitaire vis-à-vis de cet internaute, va avoir une oreille attentive et va avoir une chance de transformer. Donc en fait, pour moi, il y a un premier pan, qui est un pan assez large chaque fois qu'on fait du gratuit, qui est, on va avoir des internautes qui auront compris aussi ce que ça veut dire d'être exposé à de la publicité, à des offres gratuites, et qui dans ce cas-là donnent leur consentement, et à qui on peut développer un écosystème publicitaire qui soit avec les mêmes règles pour tous, quelle que soit la taille de l'acteur, et qui soit efficace. Restent les cas de ceux qui, pour des raisons personnelles, ne souhaitent pas donner leur consentement et pour lesquels on s'est retrouvé dans une position où on avait un problème parce qu'ils ne donnent pas leur consentement. Il est évidemment hors de question de faire comme si ils avaient donné leur consentement. C'est la loi. Et puis, voilà, une nouvelle fois, c'était mon propos sur le business éthique, mais il fallait trouver. Donc, après réflexion, on est arrivé à un modèle payant. Parce que il y a un moment donné où la fabrication des contenus a un coût, mais qui soit symbolique. Donc on a retenu, pour ceux qui ne souhaitent pas donner leur cookie, un modèle payant à 49 centimes par mois où il n'y a pas de cookie, évidemment, et en fait, il n'y a pas de publicité même. Parce qu'on est parti du principe, puisque c'est un internaute qui n'accepte pas d'être cookiesé, c'est qu'en fait, il a un problème d'acceptation avec la publicité. La publicité sur Internet, c'est plutôt personnalisé en vrai. Et donc, en fait, il n'y a pas de publicité. Alors, on ne le market pas exactement comme ça, parce qu'on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas à un moment donné un brain content. Et donc, il faut toujours être transparent. Donc, mais simplement, en fait, il n'y a pas de publicité à service. Donc, en fait, il n'y a pas de publicité. Et donc, en fait, les 49 centimes compensent la valeur publicitaire sur un mois, donc sont symboliques et sont une alternative. Alors, il y a eu des réactions, j'ai vu ces dernières semaines, de ces sites deviennent payants. Absolument pas. On n'est pas devenu payant. On n'en fait pas un centre de profit, très clairement, en fait. On a juste cherché économiquement à transformer la valeur de la publicité avec un message qui est très clair. Oui, c'est un changement de marché. Il a été fait par plusieurs acteurs parce qu'en fait, on était tous confrontés à cette réalité. Mais à mon sens, il va dans la bonne direction, à la fois d'être très clair sur le fait que, à partir du moment où vous naviguez sur des sites, ça nous permet de faire du ciblage. N'oublions pas que ce n'est pas parce que vous avez navigué qu'on en conclut des choses sur des données personnelles que vous n'avez pas rentrées, que nous ne connaissons pas. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur ce qui pourrait être fait de tout ça. Mais voilà, il faut trouver à un moment donné un équilibre. Et cet équilibre, au final, le passage du 31 mars, il n'a pas été facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Mais moi, je crois qu'il est salutaire. Parce que le plus gros problème qu'on a sur ces questions, c'est toujours le legacy. Ça fait des années qu'on opère notre business, comment à un moment donné on change? Et là, en fait, on fait un changement qui va être bénéfique à l'industrie. Simplement, c'est sûr que le legacy, il faut souvent traiter les pratiques passées, les sous-traitants passés, etc. Et que parfois, parce que ça reste des économies petites, on ne va pas avoir le temps de tout faire et donc on le fait progressivement. Mais par contre, ça va, à mon sens, dans le bon sens. Et là, vous avez des personnes qui, en termes de volume de consentement ou de non-consentement, ça a changé les pratiques? Alors, on voit, globalement, on a un taux de consentement au bout de... Donc, on est à 15 jours, mais qui est de l'ordre de 90%. Donc, plutôt plus haut que ce qu'on avait imaginé, que ce qu'on avait AB-testé. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, tout cela a permis d'afficher de façon très claire des règles, de faire prendre conscience des internautes. Et finalement, ce jeu de l'honnêteté et de la transparence, il est plutôt bon. On verra dans le temps, mais voilà, quand on est à 90%, ça veut dire que ce qu'on a fait est compris. Voilà, une nouvelle fois, on a 2 semaines de recul. Voilà, donc la prochaine fois que tu m'inviteras, je pourrai voir si je te le confirme ou pas. Mais voilà, la réalité, c'est que voilà. Ça, c'est un message pour le hub. Ouais. On se donne rendez-vous dans un an. C'est que voilà, la réalité, c'est que chaque fois qu'on est plus transparent, en vrai, l'internaute le comprend
Et même s'il peut y avoir quelques rébellions ici ou là, en vrai, le comprend et l'accepte. C'est peut-être aussi lié à ce sens de la pédagogie et être un peu plus clair, et tu as insisté sur ce consentement éclairé qui signifie plus de transparence et aussi de pédagogie sur ces points. Cette conformité que vous vous êtes appropriée, que vous avez adaptée à vos pratiques pour vous assurer une effectivité, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on est conforme sans s'assurer qu'on est en mesure de l'être. Donc vous avez fixé votre curseur à un certain point qui est plutôt élevé en termes de conformité. Comment vous vous assurez que vos partenaires, tous les acteurs de la supply chain atteignent ce même niveau de conformité ? C'est là la difficulté de gérer le legacy. C'est que voilà, on a parfois des partenaires depuis des années que, voilà, au moment où on a contractualisé, les règles étaient différentes. Donc voilà, parfois on a des sujets qui nécessitent qu'on change de partenaire, qu'on s'adapte, qu'on explique pourquoi on n'a pas été conforme et on le devient. Donc voilà, c'est dire que c'est un chemin paisible et facile et sur lequel on peut dire qu'on a tout bon et serait totalement utopiste. C'est pas vrai. On fait au mieux avec le chemin qui est le nôtre, mais une nouvelle fois, c'est toujours une question de où on va et de sens. Le sens est bon. Bon, comme d'habitude, on a déjà consommé le temps imparti, mais je vais voler quelques minutes au panel pour profiter de ces moments de confidence et te poser une question en espérant que tu sois aussi sincère. Est-ce que la conformité, à un moment donné, a été un obstacle pour les enjeux, les projets business et les projets innovants que vous développez ? Oui, mais c'est la responsabilité d'un dirigeant, d'un manager de s'adapter à cela, en fait. En attendant, mais oui, en attendant que la conformité s'adapte à vous. C'est une contrainte. Maintenant, voilà, une nouvelle fois, c'est les règles. Il y a des lois. Il y a plein de choses qui seraient plus simples s'il n'y en avait pas. Et en même temps, ce serait vachement le bordel. Donc, la réalité, c'est que oui, mais ça fait partie. On accepte un certain nombre de règles et on fait avec. Et donc, c'est de notre responsabilité de les traiter, même quand on a été en retard, qu'on a fait des choses parfois à l'envers et qu'on corrige. Mais voilà, ça fait partie de l'excitation du job aussi. On se donne rendez-vous dans 1 an pour savoir où on en est. Quand tu veux. Alors tout à l'heure. Merci beaucoup.